Après que mon mari m'a trompé, le mari de sa maîtresse est venu me voir. Il a dit, j'ai une fortune nette à 9 chiffres. Dites juste un mot, et nous irons au bureau du greffier demain. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour accepter. J'étais blotti dans un coin isolé d'un café-jardin à Soho. J'avais choisi l'endroit moi-même, caché derrière un bosquet de fougères. Je pouvais voir tout le patio, mais il était presque impossible pour quiconque de me remarquer. Sur ma table, la glace de mon Arnold Palmer avait fondu depuis longtemps, la limonade et le thé glacé se séparant en 2 couches distinctes et aqueuses. À environ 10 mètres de là, à la table 6 près de l'étang de Carp Cay, était assis mon mari, Kevin. Il n'était pas seul. La femme en face de lui, dans une robe nuisette en soie rouge audacieuse qui mettait en valeur une paire de longues jambes, était Mélanie. Je savais qui elle était. N'importe qui dans le monde de la logistique et de la finance de New York connaissait Mélanie, la femme d'Alexander Sterling, président de Sterling Logistics, un véritable requin dans l'industrie du transport maritime. Kevin souriait. C'était le même sourire que j'avais autrefois aimé si désespérément, ce sourire qui m'avait convaincu, moi, une responsable principale de l'audit rigide et discipliné, de quitter ma carrière dans un cabinet du Big Four. J'avais liquidé mon plan d'épargne retraite, et toutes les stock options que j'avais économisées sur 10 ans, pour l'aider à lancer son entreprise de construction. La main de Kevin, celle qui portait encore l'alliance en platine que j'avais choisie, caressait maintenant sans vergogne le dos de celle de Mélanie. Je n'ai pas pleuré. Mes yeux étaient secs comme de l'os. À 32 ans, après une décennie à lutter avec les chiffres, les bilans arides, et les saisons fiscales stressantes, je m'étais forgé un sang-froid à toute épreuve. Je sentais seulement un poids écrasant dans ma poitrine, comme si une pierre de 500 kilos me suffoquait. Il y a un mois, Kevin était rentré à la maison, l'air hagard. Il m'avait dit que l'entreprise avait de graves problèmes juridiques, risquant une liquidation potentielle de tous ses actifs. Il m'avait convaincu de signer des documents post-nuptiaux, renonçant effectivement à mes droits dans un divorce non contesté. Ava, c'est juste une formalité, avait-il plaidé, la voix si sincère que je n'avais rien soupçonné. J'ai besoin de mettre ce nouveau développement immobilier à mon nom uniquement, pour garantir le prêt et nous sauver. Si nous sommes toujours liés légalement et que l'entreprise fait faillite, la banque saisira la maison, tout. Signe juste. Dès que tout ça sera passé, j'annulerai tout. J'avais signé parce que je faisais confiance à mon mari. Parce que je voulais protéger le futur foyer des enfants que nous n'avions pas encore eus. Et maintenant, la vérité se dévoilait sous mes yeux. Il n'y avait aucun développement immobilier en péril. Il n'y avait qu'un homme traître, complotant pour construire une nouvelle vie sur les cendres du sacrifice de sa femme loyale. En avez-vous assez vu? Une voix grave et profonde, venant juste au-dessus de ma tête, me fit sursauter. Je levai les yeux. Un homme grand, dans un costume gris anthracite coûteux et fait sur mesure, se tenait là. Son visage était anguleux, ses yeux enfoncés, et aussi froid qu'un lac gelé en hiver. C'était Alexander Sterling, président de Sterling Logistics, le mari de la femme qui roucoulait actuellement avec mon mari. Sans attendre d'invitation, Alex tira la chaise en face de moi. Son attitude était impérieuse, irradiant l'autorité d'un homme habitué à donner des ordres. Il posa un dossier épais sur la table. Le bruit du papier frappant le bois sombre fut net et définitif. « Votre mari dépense mon argent », déclara Alex. Son ton était plat, comme s'il discutait d'un rapport financier mensuel. Et il a déjà ouvert la voie pour vous mettre à la porte. Je regardai le dossier, puis Alex. Que voulez-vous? Il ne répondit pas immédiatement. Il poussa le dossier vers moi. Page 5. Jetez-y un coup d'œil. Les doigts tremblants, je l'ouvris. La page 5 était une copie notariée du jugement final de dissolution du mariage, daté d'il y a une semaine. Le sceau cramoisi de la Cour suprême du comté de New York ressemblait à un tampon sarcastique sur ma vie. Comment est-ce possible? Ma voix se brisa. Il a dit qu'il ne l'avait pas encore déposé. Il a dit qu'il attendait la fin de la crise. Il l'a déposé le jour où vous avez signé, coupa Alex, sa voix froide et brutale, mais délivrant la vérité que j'avais besoin d'entendre. Et parce que vous avez signé un accord renonçant à toutes les réclamations sur les biens matrimoniaux pour l'aider, vous vous retrouvez, d'un point de vue légal, avec rien. La maison dans laquelle vous vivez, la voiture que vous conduisez, même l'argent de votre compte épargne commun que vous lui avez donné pour investir, tout lui appartient légalement. Je laissai tomber le dossier.
Le sentiment de trahison, d'avoir été totalement joué, monta dans ma gorge comme une bile amère. Je n'avais pas seulement perdu un mari, j'avais perdu mon respect de moi-même, ma foi en la décence élémentaire. Moi, Avaride, une experte comptable certifiée de haut niveau courtisée par d'innombrables entreprises, j'avais été escroqué de la manière la plus douloureuse qui soit, par l'homme avec qui je partageais mon lit. C'était le pire calcul de ma vie, et le coup en était toute ma jeunesse et ma fortune. Alex observa mon expression, ses yeux se plissant pour m'évaluer. L'angoisse ne résout pas les problèmes. Vous êtes une professionnelle de la finance. Vous comprenez le concept de limiter les pertes mieux que quiconque. Cet investissement a été passé par profit et perte. Il est temps de penser à la restructuration. Je levai les yeux vers lui, me forçant à retrouver mon calme. Je lissai mes cheveux et ajustai le col de mon chemisier. Vous ne m'avez pas cherché juste pour m'informer que je suis un échec, n'est-ce pas, monsieur Sterling? Un coin de sa bouche tressaillit vers le haut, apparemment satisfait de mon rétablissement rapide. Très perspicace. Légalement, vous êtes maintenant une femme célibataire. J'ai également finalisé mon divorce avec Mélanie, mais elle a été plus rusée que vous. Elle détient toujours un pouvoir financier important dans mon entreprise, car la division des actifs est toujours en litige. Elle a des gens dans mon département comptable qui détournent des fonds de la société pour soutenir votre ex-mari. Alex fit une pause, se penchant en avant et baissant la voix. J'ai une fortune valant des centaines de millions. Mais j'ai besoin de quelqu'un de confiance, quelqu'un avec l'expertise professionnelle pour auditer tout mon système, et arrêter le flux d'argent illicite que Mélanie détourne. J'ai besoin d'une épouse légale pour la remplacer, pour utiliser cette autorité afin de faire le ménage. Pourquoi moi, demandai-je, mon esprit s'emballant déjà, analysant les chiffres de cette nouvelle équation insensée. Premièrement, vous avez un mobile. Vous méprisez Kevin et Mélanie. Deuxièmement, votre CV est impeccable. Ancienne responsable principale de l'audit pour un grand conglomérat de vente au détail, certifié CPA, avec une réputation de main de fer en matière de contrôle des coûts. Troisièmement, et surtout, aucun de nous n'a plus foi en l'amour. Nous pouvons collaborer sur la base d'un intérêt mutuel. Il me regarda droit dans les yeux, délivrant son offre finale. Si vous êtes d'accord, soyez au bureau du greffier demain à 8 heures. Nous nous marions. Je jetai un coup d'œil à l'autre table. Kevin embrassait le front de Mélanie, l'air suffisant d'un vainqueur sur le visage. Il pensait que j'étais une femme naïve, obéissante, qui ne connaissait que le chemin de sa cuisine et ses livres de comptes. Il pensait avoir gagné. Je me tournai vers Alex. 3 secondes. C'est tout le temps dont j'eus besoin pour décider du plus grand pari de ma vie. J'avais déjà tout perdu. Je n'avais plus rien à craindre. D'accord, répondis-je, ma voix ferme. J'accepte, mais j'ai une condition. Je veux un contrôle unilatéral total sur le département financier de Sterling Logistique. Vous ne devez pas interférer avec ma façon de travailler. Alex se leva, boutonnant sa veste de costume. À demain, Madame Sterling. Il partit, me laissant avec le dossier et un plan de vengeance, qui commençait à se former avec une clarté glaçante dans mon esprit. Le lendemain matin, je me réveillai plus tôt que d'habitude. Je choisis une robe fourreau ivoire simple mais élégante, qui mettait en valeur une silhouette élancée que je cachais habituellement sous des vêtements de bureau amples. J'appliquai mon maquillage avec soin, dissimulant les cernes d'une nuit sans sommeil passée à réviser le droit des sociétés. En regardant la femme dans le miroir, je sus que ce n'était pas la Ava d'hier. Cette Ava était morte avec ce jugement de divorce. À 7h05 précise, je me tenais devant le bâtiment municipal de Manhattan. Une Mercedes Maybach noire étincelante s'arrêta au bord du trottoir. La porte s'ouvrit, et Alex en sortit. Aujourd'hui, il portait une chemise blanche impeccable, sans cravate, paraissant plus jeune et moins sévère que la veille. « Vous êtes ponctuel ?» dit Alex en guise de salutation. « Des formations professionnelles » répondis-je succinctement. Nous entrâmes. Le processus d'enregistrement du mariage fut étonnamment rapide, grâce aux préparatifs d'Alex. Lorsque le stylo toucha le papier, lorsque je signai mon nom à côté d'Alexander Sterling sur le certificat de mariage, je sentis une secousse me parcourir l'échine. Pas le frisson de l'amour, mais l'excitation d'un soldat recevant une arme lourde avant de partir au combat. Le greffier nous remit nos 2 copies officielles. Alex les prit et m'en donna une. « Bienvenue chez Sterling Logistique » dit-il, utilisant mon prénom pour la première fois.
Merci. Je souris un sourire professionnel, parfait. En sortant du bâtiment, le soleil matinal fit briller le certificat dans ma main. Je pris mon téléphone, placai le certificat de mariage sur le capot de la Maybach d'Alex, et pris une photo cristalline. Sur la photo, mon nom et celui d'Alex étaient côte à côte, le sceau officiel d'un rouge brillant contre la peinture noire étincelante, à côté de l'emblématique ornement de capot stylisé. J'ouvris mes contacts, trouvai mon amour un nom que je n'avais pas encore eu le cœur de changer et envoyai la photo avec un message court et concis, merci de m'avoir libéré discrètement. Cela m'a permis de faire les papiers juste à temps, pour devenir l'épouse légale du président de Sterling Logistics ce matin. Bonne chance à toi et à ta maîtresse. Le statut du message passa à distribuer. Alex se tenait à côté de moi, observant mes actions sans un mot, juste avec un léger sourire en coin. Vous êtes plus agressive que je ne le pensais. En affaires, comme à la guerre, l'effet de surprise compte pour 50% de la victoire, dis-je en rangeant mon téléphone. Maintenant, emmenez-moi au bureau. Je dois commencer mon travail immédiatement. Sur le chemin du siège de Sterling Logistics, Alex me tendit un badge d'employé et une lettre de nomination. Directrice financière? DAF? Je haussai un sourcil. Vous me confiez ce poste tout de suite? Je ne vous fais pas confiance, dit Alex sans détour. Je fais confiance à votre aîné et à votre compétence. Ce poste était auparavant contrôlé par Mélanie via une marionnette, l'ancien chef de la comptabilité. Je l'ai viré. Je vous mets aux commandes. Vous avez le pouvoir de vie et de mort entre vos mains. Utilisez-le bien. Je tins la lettre, sentant son poids. Ce n'était pas juste un travail. C'était une épée et un bouclier. Je fermai les yeux, visualisant l'organigramme de Sterling Logistics que j'avais étudié toute la nuit. Mélanie, bien que divorcée, était toujours une actionnaire majeure et connaissait de nombreux secrets de l'entreprise. Son détournement de fonds ne pouvait pas être un acte solitaire. Elle devait avoir un réseau de complices. Ma mission était de couper chacun de ces liens, d'isoler Mélanie, et surtout, de trouver la preuve qu'elle et Kevin s'étaient entendus pour blanchir de l'argent. J'allais faire regretter à Kevin le jour où il avait sous-estimé une femme qui tenait les livres de compte. La voiture s'arrêta devant un gratte-ciel de verre imposant de 30 étages, au cœur du quartier financier. Alex sortit et fit le tour pour m'ouvrir la porte. Ce geste galant n'était pas pour moi, mais pour les centaines d'employés qui regardaient depuis le hall. Prête? Demanda Alex doucement. Toujours, répondis-je, gardant la tête haute en marchant à ses côtés. À partir de ce moment, la guerre avait officiellement commencé. Le téléphone dans mon sac à main commença à vibrer violemment, au moment où j'entrais dans l'ascenseur privé réservé au président. Un coup d'œil à l'écran le confirma, Kevin. Je le laissai sonner jusqu'à ce qu'il passe sur messagerie. Il recommença immédiatement à sonner, encore et encore. Mon silence était la forme de torture psychologique la plus exquise que je pouvais lui infliger en cet instant. Pendant ce temps, dans un condo de luxe à Tribeca, Kevin devait être en train de perdre la tête. Je pouvais parfaitement l'imaginer. Il jetterait son téléphone sur le canapé, le visage rouge écarlate, faisant les 100 pas frénétiquement. Mélanie serait là, fronçant les sourcils, demandant ce qui n'allait pas. Et quand il lui montrerait la photo que j'avais envoyée, le masque de maquillage sur son visage se fissurerait. Lorsque l'ascenseur atteignit le 30e étage, je répondis calmement au téléphone. Allô? Ma voix était aussi placide que si je parlais à un livreur. Ava, c'est quoi ce bordel? C'est quoi cette photo? C'est photoshopé, hein? La voix de Kevin hurla à travers le téléphone, se brisant sous la panique. Il ne pouvait pas y croire. Ou plutôt, il n'osait pas. Tu penses que j'ai le temps d'apprendre Photoshop, raillai-je. De l'encre noire sur du papier blanc, un sceau de l'État. Tu es un chef d'entreprise, Kevin. Tu ne sais pas distinguer un vrai document d'un faux. Quand l'as-tu rencontré? Est-ce que tu me trompais? Kevin commença avec les accusations. L'hymne classique du voleur qui crie au scandale. Ne mesure pas les autres à tes propres normes, le coupai-je, ma voix devenant d'acier. Tu as secrètement finalisé notre divorce dans mon dos. Le tribunal a émis le décret. Légalement, j'étais une femme célibataire. Qui j'épouse, ce sont mes affaires. D'ailleurs, n'es-tu pas en ménage avec l'ex-femme de mon nouveau mari? En termes d'affaires, nous pourrions appeler cela un échange équitable. Kevin resta sans voix. En arrière-plan,
j'entendis Mélanie arracher le téléphone. Espèce de petite garce. Tu penses que tu peux juste valser chez Sterling Logistique? Tant que je suis là, tu n'arriveras à rien. Bonjour, Mélanie, répondis-je, ma voix douce mais imprégnée de poison. Tu te trompes. Je ne suis pas entrée en valsant pour gravir les échelons. Je suis entrée en tant qu'épouse légale du président, en tant que dame de la maison. Toi, en revanche, tu n'es plus qu'une actionnaire maintenant une étrangère. Oh, et j'ai oublié de mentionner, je viens d'accepter le poste de directrice financière. La première chose à mon ordre du jour, ce matin, est de mener un audit complet de tous les comptes impayés entre Sterling Logistique et Kabyl Construction, l'entreprise de mon cher ex-mari. Tu n'oserais pas, hurla Mélanie. Pourquoi pas? Continuai-je. J'entends dire que Kabyl doit à Sterling une somme assez importante, pour des coûts de matériaux avancés sur des projets où aucun travail n'a même commencé. En tant que nouvelle DAF, je trouve que cette dette est un passif à haut risque. Je pense que je vais devoir rappeler les fonds immédiatement. Ava, ne fais pas ça. Kevin reprit le téléphone, son ton passant de la rage au désespoir. On peut parler de ça. Qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai une part de l'argent de la vente du terrain. Rencontrons-nous. L'argent de la vente du terrain? Je gloussai sombrement. Garde-le. Tu vas en avoir besoin de beaucoup pour les frais juridiques auxquels tu vas faire face très bientôt. Je raccrochai et éteignis mon téléphone. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Devant moi se trouvait le grand hall de Sterling Logistique. Les employés s'affairaient, mais tout le monde s'arrêta pour hocher la tête respectueusement au passage d'Alex. Il me regardait avec des yeux curieux et spéculateurs. Alex se tourna vers moi, une pointe d'admiration dans le regard. Vous les avez morts de peur. Mais les menaces sont une chose. L'exécution en est une autre. Regardez-moi faire, dis-je en serrant mon sac à main, alors que je marchais vers le département financier. Je ne faisais pas de menaces. Je déclarais la guerre. Le département des finances et de la comptabilité était au 28e étage. Une épaisse porte en verre séparait le monde des chiffres du reste de l'entreprise. Je la poussai et entrai. Alex suivait juste derrière moi, une présence solide et puissante dans mon dos. La salle bourdonnait de bavardages, mais elle devint silencieuse à notre entrée. Il était clair que la nouvelle du mariage éclair du président s'était déjà répandue. Que tout le monde se calme, dit Alex. Sa voix n'était pas forte, mais elle avait une autorité qui commandait un silence instantané. Tous les yeux étaient braqués sur nous. Il fit un geste vers moi. Voici Ava Sterling, ma femme est la nouvelle directrice financière de cette société. À partir de ce moment, toutes les décisions concernant les dépenses et les approbations budgétaires doivent passer par elle. La nomination officielle sera envoyée par email à toute l'entreprise dans 5 minutes. Un murmure sourd parcourut la salle. Je balayai les visages du regard. Dans un coin, une femme d'âge moyen avec d'épaisses lunettes à monture dorée me fixait. Son expression n'était pas de surprise, mais d'hostilité ouverte. C'était Brenda, l'actuelle chef de la comptabilité et le bras droit de Mélanie. J'avais étudié les dossiers du personnel. Brenda était celle qui avait approuvé une flopée de notes de frais frauduleuses pour le divertissement des clients, permettant à Mélanie de saigner l'entreprise à blanc. Je marchai directement vers le bureau de Brenda. Bonjour, Brenda. J'ai besoin que vous me remettiez tous les grands livres, les jetons de signature numérique, et les mots de passe du système ERP. Immédiatement. Brenda se leva, croisant les bras par défi, son attitude étant celle d'une vétérante intouchable. Madame Sterling, une passation appropriée prend du temps. Il y a des années de dossiers ici. Je ne peux pas juste vous les donner. De plus, je rends compte au conseil d'administration, qui inclut mademoiselle Mélanie. Votre nomination est très soudaine. Je dois d'abord confirmer avec elle. Elle gagnait du temps, essayant de détruire des preuves ou de modifier les dossiers. Brenda. Je souris, plaçant la lettre de nomination, signée à l'encre fraîche par Alex et tamponnée du sceau de l'entreprise, sur son bureau. Selon les statuts de l'entreprise, le président a l'autorité de faire des nominations exécutives dans des circonstances urgentes. Mademoiselle Mélanie n'est actuellement qu'une actionnaire sans rôle opérationnel. La directive du président est l'autorité suprême. Je jetai un coup d'œil à Alex, puis revins à Brenda, ma voix comme de la glace. Si vous ne terminez pas la passation dans les 15 prochaines minutes,
je rédigerai votre lettre de licenciement pour insubordination et obstruction aux opérations commerciales. Parallèlement, je ferai saisir votre ordinateur et inviterai l'unité des crimes financiers du NIPD à enquêter sur des soupçons de détournement de fonds. Votre choix, une passation tranquille, ou partir menottes au poignet. Le visage de Brenda devint pâle. Elle ne s'était pas attendue à ce que je sois si ferme, si juridiquement préparé. Elle regarda Alex pour obtenir de l'aide, mais il resta simplement là, les bras croisés, avec une expression qui disait « Je soutiens totalement ma femme ». Tremblante, Brenda ouvrit le tiroir de son bureau et sortit un jeu de clés et un jeton de sécurité. « Je vais commencer la passation. » « Bien, dis-je en me tournant vers les employés stupéfaits. À partir d'aujourd'hui, nos procédures changent. Toute dépense supérieure à 5 000 € doit être personnellement approuvée par moi. Quiconque sera surpris à falsifier des documents écrira sa propre lettre de démission avant que je ne le trouve. J'ai commencé ma carrière dans la comptabilité judiciaire. N'essayez pas de jouer avec moi. J'ordonnai au service informatique de révoquer immédiatement l'accès système de Brenda, et de changer tous les mots de passe administratifs. Après que Brenda eut silencieusement emballé ses affaires personnelles dans une boîte en carton et fut partie, je m'assis dans le fauteuil en cuir qu'elle venait de libérer. J'ouvris l'ordinateur et me connectai au système. Les chiffres commencèrent à remplir l'écran. C'était un désordre chaotique, mais c'était aussi une mine d'or de preuves. Le téléphone sur le bureau sonna. C'était un appel interne de Mélanie. « Tu as un sacré culot, Ava. Virez mes gens. » Ce n'est que l'échauffement, répondis-je, mes doigts volant sur le clavier. Tu devrais être plus préoccupé par ton propre argent. Je vois des transferts douteux vers cette société de médias que dirige ton frère. Les factures pour services rendus semblent hautement irrégulières. La ligne devint silencieuse, puis un clic sec alors qu'elle raccrochait. J'expirai lentement, m'adossant à mon fauteuil. Le vrai combat ne faisait que commencer. Je n'avais pas seulement besoin de nettoyer ce gâchis, j'avais besoin de tendre un piège dans lequel Kevin et Mélanie tomberaient eux-mêmes. Alex s'approcha et posa une tasse de café chaud sur mon bureau. « Vous avez bien géré ça. Je n'ai pas choisi la mauvaise personne. » « Ne me louez pas trop tôt, dis-je en prenant une gorgée. Le café amer fut un choc bienvenu pour mon système. Préparez-vous. Une tempête majeure arrive. Les lumières du bureau étaient éteintes, sauf la lueur bleue froide de mon écran d'ordinateur. L'horloge au mur indiquait 22 heures. Tous les autres étaient rentrés chez eux il y a des heures, mais j'étais encore enseveli sous les grands livres numériques que Brenda avait laissés derrière elle. Pour moi, les chiffres pouvaient parler, et ceux-ci hurlaient à la fraude. Je n'avais pas besoin d'être un hacker de cinéma. J'utilisais les techniques d'audit les plus fondamentales, le recoupement et la vérification. J'ouvris la balance de vérification du 3e trimestre. Une ligne sauta aux yeux immédiatement. Les coûts des services tiers avaient triplé par rapport à la même période l'année dernière. Je creusai dans les détails des comptes de dépenses marketing et administratives. Une série de gros paiements pour des services marketing, l'organisation d'événements, et le conseil stratégique menaient tous à un seul fournisseur, Celestial Media LLC. Je copiai le numéro d'identification fiscale de Celestial Media et l'insérai dans la base de données du registre des entreprises de l'État. Le résultat apparut instantanément. L'agent enregistré était Michael Vance. Je souris. Michael Vance était le frère cadet de Mélanie. La combine était amateur. Détourner l'argent de l'entreprise de son mari vers celle de son frère, puis dans sa propre poche. Je sortis toutes les factures numériques de Celestial Media. Le total s'élevait à plus de 15 millions d'euros en seulement 6 mois. Les descriptions étaient vagues, solutions logistiques, conseils, frais de conférences clients. Mais quand je recoupais les dates de ces supposées conférences avec le calendrier opérationnel réel de l'entreprise, il n'y avait aucun événement de ce type. Pas de liste d'invités, pas de photos, pas de contrat signé. C'était un cas clair d'utilisation de fausses factures pour détourner des fonds et échapper à l'impôt sur les sociétés. J'imprimais tous les relevés bancaires et factures suspects, les compilant dans un dossier rouge. Ce n'était que la pointe de l'iceberg. Je devais creuser dans les comptes créditeurs. En faisant défiler les dettes fournisseurs, je trouvais l'entreprise de Kevin, Kabil Construction. Le solde impayé était stupéfiant. Kevin avait pris les 5 millions d'euros de sterling et n'avait pas planté un seul clou. Je décrochai le téléphone et appelai le chef de l'équipe de gestion de projet de l'entrepôt, Monsieur Henderson. Monsieur Henderson ?
Sa voix était ensommeillée. Monsieur Henderson, c'est Ava Sterling, la nouvelle DAF. Désolé d'appeler si tard. J'ai une question concernant le projet de modernisation du port avec Kabil Construction. Quel est le statut actuel? Il y eut une pause à l'autre bout. Puis un bégaiement hésitant. Madame, ils n'ont même pas apporté d'équipement sur le site. Je les ai appelés plusieurs fois, mais leur chef de projet continue de dire qu'ils attendent des matériaux de l'étranger. Mademoiselle Mélanie m'a aussi dit de les laisser prendre leur temps. Je vois. Merci. Demain matin à la 1er heure, veuillez m'envoyer un rapport de statut formel, contresigné par le superviseur indépendant. Je raccrochai. Tout était clair maintenant. Kevin utilisait l'avance de Sterling comme sa propre ligne de crédit personnel ou pire, pour acheter ce terrain qu'il avait utilisé pour me piéger dans le divorce. La porte du bureau s'ouvrit à la volée. Alex entra tenant 2 boîtes de plats à emporter. Je pensais que vous aviez prévu de dormir ici. Mangez quelque chose avant de continuer. Je le regardai, puis regardai la montagne de dossiers sur mon bureau. J'ai trouvé la queue du renard. Aussi vite? Alex posa la nourriture et tira une chaise près de moi. L'odeur subtile de son eau de Cologne coûteuse était propre et masculine, à des années-lumière de la fumée de cigarettes bon marché qui avait commencé à s'accrocher à Kevin récemment. Ils ont été avides, pas prudents, dis-je en pointant mon écran. Ou peut-être étaient-ils trop confiants, pensant que personne n'oserait jamais auditer les livres de la femme du patron. Regardez ça. 15 millions d'euros transférés aux frères de Mélanie. 5 millions d'euros avancés à Kevin pour un projet fantôme. Ça fait 20 millions d'euros en liquide drainé de cette entreprise en seulement 2 trimestres. Alex fixa les chiffres, son visage se durcissant. Je savais qu'elle écrémait, mais je n'avais jamais imaginé que c'était autant. Pas étonnant que notre flux de trésorerie opérationnelle ait été si tendu ces derniers temps. Pour un géant de la logistique, le flux de trésorerie est le sang vital. Perdre 20 millions d'euros en liquide, c'était comme sectionner une artère. Ne vous inquiétez pas, dis-je en ouvrant une boîte. L'arôme du steak grillé remplit l'air, faisant gargouiller mon estomac. Je vais tout récupérer. Principal et intérêt. Mangez d'abord, dit Alex en me tendant une fourchette. Vous avez besoin de force pour la bataille à venir. Nous avons une réunion du conseil d'administration très intéressante demain. Je pris la fourchette. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais réellement goûter ma nourriture. Pas parce que le steak était particulièrement bon, mais parce que je savais que je ne combattais plus seul dans cette guerre. Alex me ramena à son penthouse privé dans l'Upper West Side. Après minuit, le duplex était un chef-d'œuvre minimaliste austère de verre et d'acier, avec une vue imprenable sur le fleuve Hudson. C'était vaste mais froid, tout comme son propriétaire. Luxueux, puissant, mais solitaire. Vous pouvez prendre cette chambre, dit Alex en ouvrant la porte d'une grande suite d'amis avec la même vue sur le fleuve. Je l'ai fait préparer pour vous. Tout ce dont vous avez besoin, faites-le savoir à la gouvernante. J'entrai. Tout était neuf, des draps aux rideaux. Il n'y avait aucune trace d'une autre femme, prouvant qu'Alex vivait seul depuis longtemps, ou que Mélanie n'avait jamais mis les pieds dans cette pièce. Merci. Alex s'appuya contre le cadre de la porte, m'observant un moment avant de parler. Ava, ceci est un mariage de convenance. Je respecterai votre espace personnel, mais devant le personnel et les étrangers, nous devons jouer nos rôles de manière convaincante. Je comprends, dis-je. Je suis une professionnelle. Le lendemain matin, je descendis pour le petit déjeuner. La table à manger était assez longue pour 20 personnes, mais seuls 2 couverts étaient dressés à une extrémité. Alex était déjà là, sirotant un café noir et lisant des rapports financiers sur son iPad. Bonjour, dis-je en prenant place. Bonjour. Bien dormi, demanda-t-il, ses yeux ne quittant pas l'écran. Très bien. Le lit est bien plus confortable que le canapé auquel j'ai été relégué le mois dernier chez Kevin. La gouvernante apporta 2 assiettes d'œufs bénédicts, fumant. En regardant les œufs pochés parfaitement et la sauce hollandaise, je ressentis un pincement étrange. Cela faisait si longtemps que personne ne m'avait préparé le petit déjeuner. À la maison avec Kevin, j'étais toujours la première levée, faisant le café, repassant ses chemises, puis me dépêchant de me préparer pour le travail. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est pas à votre goût? Alex leva les yeux, remarquant mon hésitation. Non. Je secouai la tête, prenant ma fourchette.
C'est juste. Inhabituel. Nous mangeâmes en silence un moment. Puis Alex parla de manière inattendue. Comment prévoyez-vous de gérer la dette de Kabylie d'aujourd'hui? Je finis ma bouchée, tamponnai ma bouche avec une serviette, et répondis précisément. Je ne vais pas exiger le paiement par les voies habituelles. Si j'envoie une lettre de mise en demeure, il trouvera juste des excuses ou se déclarera insolvable. Je vais utiliser une stratégie différente. Laquelle est? Alex semblait intrigué. Je vais envoyer un avis formel à la banque qui a émis sa caution de bonne exécution. Le contrat incluait des clauses pour une caution de bonne exécution et une caution de restitution d'acompte. Si Kabylie ne s'exécute pas, la banque est obligée de rembourser Sterling Logistique. Ensuite, la banque pourra être celle qui saisira les biens de Kevin. Alex laissa échapper un rire court et sec. Vicieux. Si la banque s'en mêle, il devra tout vendre pour les rembourser. Sinon, son crédit sera ruiné définitivement. Il n'obtiendra plus jamais de prêt commercial de sa vie. Ce n'est pas tout, continuai-je, mes yeux froids. Je vais engager nos auditeurs indépendants et leur faire réexaminer les coûts de tous les projets passés que Kabylie a réalisés pour nous. Je soupçonne qu'il a gonflé les factures depuis des années. Si nous trouvons des preuves concrètes, cela passe d'une affaire civile à une affaire criminelle. Alex me regarda, son expression passant de l'amusement au respect véritable. Vous étiez vraiment né pour être ma femme. Nous sommes faits du même bois. Le petit déjeuner se termina dans une atmosphère étrange mais harmonieuse, deux personnes blessées trouvant une camaraderie bizarre dans le calcul et l'ambition. Je réalisais que vivre avec un homme intelligent et direct comme Alex était bien plus agréable que de servir un hypocrite comme Kevin. Ma matinée au bureau commença par une purge. Je convoquai une réunion d'urgence avec tout le département comptable et l'équipe de gestion de projet. Je laissai tomber le dossier que j'avais compilé la nuit dernière sur la table de conférence. Le bruit sec fit sursauter tout le monde. Dans ce dossier se trouve une liste de toutes les factures suspectées frauduleuses de Celestial Media, et le statut du contrat Kabylie. Qui était directement responsable du traitement de ces comptes? Un jeune analyste leva timidement la main. Brenda gérait ça directement. Madame, nous faisions juste la saisie de données basées sur les papiers qu'elle nous donnait. La saisie de données sans vérifier la validité et la raisonnabilité des documents et de la négligence, dis-je sèchement. À partir d'aujourd'hui, j'initie une revue complète des processus. Quiconque se manifeste maintenant avec des informations sur des irrégularités passées se verra accorder l'amnistie et gardera son emploi. Quiconque sera surpris à couvrir des choses sera licencié et recommandé pour des poursuites. Ma déclaration fut comme un seau d'eau glacée pour quiconque envisageait de garder le silence. Immédiatement après la réunion, 3 employés frappèrent à la porte de mon bureau pour demander un mot en privé. D'après leurs témoignages, je reconstituai le tableau complet du stratagème de blanchiment d'argent de Mélanie et Kevin. Kevin ne détournait pas seulement de l'argent de sa propre entreprise de construction, il utilisait Kabylie comme véhicule pour traiter de fausses factures pour Sterling Logistique. Lorsque Sterling avait besoin de réduire son revenu imposable, Mélanie demandait à Kevin d'émettre des factures frauduleuses pour de la main-d'œuvre et des matériaux. L'argent coulait de Sterling vers Kabylie. Kevin retirait ensuite l'argent liquide, gardait un pourcentage, et rendait le reste à Mélanie. C'était une boucle fermée parfaite, mais ils avaient commis une erreur fatale, le flux d'argent ne correspondait pas au flux réel de biens et services. Je m'assis à mon ordinateur, cartographiant le diagramme des flux de trésorerie. Les flèches allaient de Sterling à Kabylie, de Kabylie au compte personnel de Kevin, et du compte de Kevin à un compte offshore au nom de Carol Miller dans une banque étrangère. Je zoomais sur le nom. Carol Miller. Pas une inconnue. C'était la propre mère de Kevin. Son nom était Carol. Je frissonnais. Kevin utilisait le nom de sa propre mère sur un compte étranger pour cacher de l'argent sale. Il ne m'avait pas seulement trompé, il avait entraîné sa douce mère âgée de l'Ohio dans un crime fédéral sans qu'elle le sache. Son insensibilité avait atteint un nouveau fond. La porte s'ouvrit à la volée. Cette fois, ce n'était pas Alex, mais Mélanie. Elle entra en trombe sans frapper, flanquée de 2 gros gardes du corps. « C'est quoi ce bordel que tu penses faire? Pourquoi la banque a-t-elle gelé les comptes de Kabylie ?» rugit Mélanie, claquant ses mains sur mon bureau. J'enlevai calmement mes lunettes de lecture et la regardai. « Bonjour, Mélanie. Entrer dans mon bureau sans frapper est une violation de la politique de l'entreprise. Quant à une banque gelant le compte d'un fournisseur, c'est l'affaire de la banque.
Pourquoi me le demandes-tu? À moins que tu n'aies un intérêt personnel dans l'entreprise de mon ex-mari? Ne joue pas à l'idiote avec moi, grogna Mélanie, pointant un doigt vers mon visage. Tu as envoyé l'avis demandant le retour de la compte, n'est-ce pas? Tu essaies de ruiner Kevin. Je remplis simplement mon devoir de DAF. L'argent des actionnaires ne peut pas être gaspillé. 5 millions d'euros, ce n'est pas une petite somme. Si Kabyl peut démontrer sa capacité à terminer le projet, je suis sûr que la banque dégèlera le compte. Tu sembles excessivement préoccupé. Mélanie serra les dents. Tu es forte. Je te préviens, Ava. Si tu touches à mes intérêts, je ferai de ta vie un enfer. Tu penses qu'Alex t'aime? Il t'utilise juste. Au moins, il m'utilise ouvertement et légalement, dis-je en me levant pour lui faire face. J'étais tout aussi grande qu'elle. Toi et Kevin, d'un autre côté, vous vous faufilez dans le dos des gens. C'est ça qui est vraiment pathétique. Va dire à Kevin de préparer l'argent. Sa date limite est dans 3 jours. Mélanie ricana et tourna les talons, sortant en trombe. Je savais qu'elle avait peur. Je coupais les tentacules de son opération un par un. 3 jours plus tard, tout comme je l'avais prédit, Kevin ne put pas trouver l'argent pour rembourser la banque. Il était acculé, et un animal acculé mordra sans discernement. Le lundi matin, un email anonyme fut envoyé à chaque employé de Sterling Logistique. La ligne d'objets était sensationnelle, la vérité sur la nouvelle DAF, croqueuse de diamants ou escorte de luxe. L'email contenait un lien vers une vidéo habilement montée. Elle montrait des images de moi entrant dans un hôtel lors d'une ancienne mission d'audit où je rencontrais un client, épicé avec un audio suggestif. En dessous se trouvait un article fabriqué prétendant que j'avais eu une liaison avec Alex depuis des années, que j'avais comploté pour voler les biens de Kevin, et que je l'avais ensuite largué pour un milliardaire. Toute l'entreprise bourdonnait. Les regards que je recevais dans le couloir passèrent de l'admiration au mépris et à la curiosité morbide. Je m'assis dans mon bureau, ma main serrant la souris si fort que mes jointures étaient blanches. Kevin était encore plus pathétique que je ne le pensais. Il voulait utiliser l'opinion publique pour détruire ma réputation et me forcer à démissionner. Mon téléphone sonna. C'était Alex. As-tu vu l'email? Sa voix était d'un calme troublant. Je l'ai vu. Il joue sale. Ne t'inquiète pas. Reste dans ton bureau. Ne sors pas. Je m'occupe de ça. 5 minutes plus tard, le système de sonorisation du bâtiment grésilla pour prendre vie. La voix d'Alex, tranchante et impérieuse, résonna à chaque étage, demandant à tous les employés de se rassembler immédiatement dans le hall principal. Je descendis aussi. Alex se tenait sur une estrade surélevée, son visage étant un masque de fureur froide. À côté de lui se trouvait le chef de l'informatique et le conseiller général de l'entreprise. Je viens d'être informé d'un email calomniant ma femme, Ava Sterling, annonça Alex, sa voix résonnant à travers le vaste espace. Je suis ici pour déclarer sans équivoque que c'est un mensonge malveillant et sans fondement. Notre département informatique a déjà tracé l'adresse IP de l'expéditeur. Elle provenait d'un cybercafé public près de la résidence privée de Monsieur Kevin Miller, directeur de Kabyl Construction. Alex donna un signal. Le grand écran derrière lui s'alluma avec les images de sécurité du cybercafé. Là, clair comme le jour, se trouvait Kevin, portant une casquette de baseball et un masque facial, penché sur un ordinateur à l'heure exacte où l'email avait été envoyé. Un halètement parcourut la foule. Notre équipe juridique dépose actuellement une plainte contre M. Miller pour diffamation et calomnie en vertu de la loi de l'État de New York, continua Alex. De plus, je veux mettre une chose au clair, tout employé de Sterling Logistique surpris à discuter ou à partager cette fausse information sera licencié immédiatement. Nous sommes une entreprise du Fortune 500, pas une cafétéria de lycée pour les commérages bon marché. La foule était silencieuse comme la mort. Alex avait éteint le feu de la rumeur au moment où il avait commencé, utilisant une preuve irréfutable. Il se tourna ensuite vers moi, son regard s'adoucissant légèrement. Il y a un autre cadeau que j'ai pour lui. Alex me tendit un dossier bleu. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Le portefeuille de prêt de Kevin auprès d'un prêteur privé. Il a contracté un prêt à taux d'intérêt élevé de 2 millions d'euros, en utilisant son équipement, son atelier, et même la maison de ses parents dans l'Ohio comme garantie. Le prêt a 10 jours de retard et a été classé comme défaut de paiement. Le prêteur se préparait à saisir les actifs.
J'ouvris le dossier. C'était la signature de Kevin. Il avait contracté ce prêt dans mon dos pour financer ses habitudes de jeu et soutenir Mélanie. J'ai eu une discussion avec le prêteur, dit Alex, un sourire de loup jouant sur ses lèvres. Ils ont accepté de vendre la dette en souffrance à une société de capital investissement dans laquelle j'ai, par hasard, une participation majoritaire. Je compris immédiatement. Donc maintenant, tu es le créancier de Kevin. Non, dit Alex, me regardant droit dans les yeux. Nous le sommes. En tant que mari et femme. Nous sommes maintenant son plus grand créancier unique. Le pouvoir de vie et de mort est maintenant entre tes mains, Ava. Qu'il coule ou qu'il nage dépend de toi. Je tins le portefeuille de dette dans mes mains. Cela ressemblait à une condamnation à mort pour Kevin, mais je ne voulais pas qu'il disparaisse tout de suite. Je voulais qu'il goûte à la même impuissance, à la même peur suffocante que j'avais endurée. J'organisai une rencontre avec Kevin, pas dans un café, mais au bureau désolé de Kabyl Construction. Quand j'arrivai, l'endroit était vide. La plupart du personnel avait démissionné pour cause de salaires impayés. Kevin était assis, la tête dans ses mains à son bureau, entouré de bouteilles d'alcool vides et de cendriers qui débordaient. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus qu'il y a une semaine. En me voyant, il leva les yeux, ses yeux injectés de sang par la fureur. « Qu'est-ce que tu fais ici ? » ?»« Venu pour te moquer de moi. »« Je suis venu recouvrer une dette, » dis-je froidement, plaçant le portefeuille sur son bureau. Il y jeta un coup d'œil et ricana. « Je dois au prêteur, pas à toi. N'essaie pas de me faire peur. Le pire qu'il puisse faire, c'est prendre l'atelier. Je m'en fous. Regarde de plus près, dis-je en pointant l'accord de cession de dette. Le prêteur a vendu ta dette à Sterling Capital Investment. Et le représentant légal de Sterling Capital est, par coïncidence, moi Ava Sterling. La couleur quitta le visage de Kevin. Il arracha le papier, ses mains tremblant violemment. Non. Ça ne peut pas être vrai. Comment as-tu pu te permettre d'acheter ma dette? C'était lui, n'est-ce pas? C'était Sterling. Qui est derrière n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que je suis maintenant ton créancier. Et selon les termes de ton prêt, j'ai le droit d'exiger la remise immédiate de tous les actifs collatéraux pour régler la dette. Je regardais autour du bureau délabré. Cet atelier et quelques excavatrices rouillées ne suffiront pas. Ah, mais il y a toujours la maison de tes parents dans l'Ohio, n'est-ce pas? L'acte de fiducie liste clairement la propriété et le terrain appartenant à Monsieur Walter et Madame Carol Miller. À la mention de ses parents, une véritable panique s'installa. Il se jeta vers moi, essayant d'attraper mon bras, mais je reculai. 2 des gardes de sécurité d'Alex, qui attendaient dehors, intervinrent immédiatement pour le bloquer. « Ava, je t'en supplie. » Kevin s'effondra au sol, sanglotant pathétiquement. « Tout ce que tu veux, je te le donnerai. Prends l'entreprise. Prends tout. Mais s'il te plaît, ne touche pas à la maison de mes parents. Ils sont vieux. Ils sont fragiles. S'ils apprennent que la banque saisit, ça les tuera. » En voyant l'homme qui fut autrefois mon mari ramper sur le sol, je ne ressentis aucune satisfaction, seulement du dégoût. Il utilisait ses parents comme bouclier pour ses propres échecs, après avoir été celui qui avait joué leur maison. Quand tu m'as piégé pour signer ces papiers de divorce, as-tu pensé au fait que je serais jeté à la rue, demandai-je, ma voix tranchante comme un scalpel. Quand tu me trompais avec Mélanie, as-tu pensé à ce que je ressentirais? J'avais tort. Mélanie m'a manipulé. Elle a dit que si je l'aidais à blanchir ce lot d'argent, on aurait des millions à partager. J'ai été aveuglé par l'avidité. Ava, au nom de nos 10 ans ensemble, s'il te plaît, donne-moi une chance de vivre. Nos 10 ans ensemble se sont terminés au moment où tu as déposé ces papiers. Je me détournai. Je te donne 2 options. 1, tu signes le transfert de toutes les actions de Kabyl Construction et ce nouveau terrain à mon nom, comme paiement de la dette. 2, demain, mes avocats entament la procédure de saisie sur la maison de tes parents. Kevin leva les yeux, le visage cendré. Ce terrain est la dernière chose que j'ai. Tu n'as aucun pouvoir de négociation. Tu as 5 minutes pour décider. Je regardai ma montre. Chaque tic-tac résonnait dans le lourd silence comme un marteau frappant les nerfs de Kevin. Je vais signer, chuchota-t-il, la tête basse en signe de défaite. Je vais signer. Je fis signe à mon avocat, qui attendait avec les documents préparés.
Kevin prit le stylo, sa main tremblante, et signa chaque page. Chaque signature semblait drainer la vie hors de lui. Tenant les documents signés, je sentis un sentiment de libération. J'avais repris ce qui était à moi, et plus important encore, je l'avais dépouillé de sa capacité à commettre d'autres crimes. Tu es fauché maintenant, Kevin, dis-je, mes derniers mots pour lui avant de franchir la porte. Essaie de vivre une vie honnête. Ne fais plus souffrir tes parents. Dehors, Alex attendait dans la voiture. Il me fit un léger sourire. Fini? C'est fini. Je soupirai. Es-tu heureuse? J'appuyai ma tête contre le siège en cuir, regardant les rues animées de la ville. Pas heureuse. Mais ça semble juste. Ma vengeance personnelle était à moitié complète, mais la guerre contre Mélanie et l'empire de blanchiment d'argent derrière elle ne faisait que commencer. Kevin n'était qu'un pion. Mélanie était la reine, et je savais qu'elle ne resterait pas tranquille maintenant que son pion avait été retiré de l'échiquier. Je ne perdis pas de temps à célébrer ma victoire sur Kevin. Il n'était qu'un pion sur le grand échiquier contrôlé par Mélanie. La véritable ennemie rôdait toujours dans l'ombre. Et pour la faire sortir, j'avais besoin d'un autre pion, quelqu'un qui fut autrefois la confidente la plus proche de Mélanie, Brenda. Après avoir été virée de Sterling Logistique, Brenda se retrouva inemployable. Avec un licenciement pour faute professionnelle à son dossier, aucune entreprise réputée ne la toucherait. J'avais fait suivre Brenda par un détective privé, et appris qu'elle vivait dans une maison louée délabrée à la périphérie de la ville, harcelée quotidiennement par des usuriers pour ses dettes de jeu. Il était temps pour mon prochain coup. Le mercredi après-midi, je conduisis jusqu'à un café calme dans le Queens où j'avais arrangé une rencontre avec Brenda. Quand j'entrai, elle était voûtée dans un coin, ses mains tremblant autour d'un verre d'eau. Elle avait l'air d'avoir 20 ans de plus que lorsqu'elle était l'impérieuse chef de la comptabilité. En me voyant, ses yeux se remplirent de terreur. Elle commença à se lever pour courir. « Asseyez-vous, dis-je, ma voix calme mais assez ferme pour la clouer sur place. Si vous franchissez cette porte, je transmets ce dossier au bureau du procureur immédiatement. » Je posai une enveloppe marron sur la table. Brenda la fixa, déglutissant difficilement. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? » Je suis viré. Je n'ai plus rien à vous prendre. Vous êtes peut-être viré, mais vos crimes demeurent, dis-je en ouvrant l'enveloppe et en sortant plusieurs documents. C'est la preuve que vous avez comploté avec un atelier de réparation automobile pour gonfler les coûts d'entretien de la flotte de camions de l'entreprise, ces 3 dernières années. Le montant total que vous avez personnellement empoché dépasse 200 000 €. C'est un grand larcin, Brenda. La ligne directrice pour la peine est de 5 à 15 ans de prison. Le sang quitta son visage. Elle glissa de sa chaise et s'agenouilla juste là, près de la table. « Madame Sterling, s'il vous plaît, ayez pitié. J'ai une mère âgée et un jeune fils. Je ne peux pas aller en prison. J'ai joué tout cet argent. Je ne peux pas le rembourser. » Je regardais la femme en pleurs devant moi sans une once de pitié, mais mon esprit me dit que c'était une occasion en or. « Levez-vous. Je ne suis pas venu ici pour écouter votre histoire larmoyante. Je peux faire disparaître tout ça, et je peux même vous aider à payer vos usuriers. À une condition. » Brenda leva les yeux, une lueur d'espoir dans le regard. « Quelle condition? » Je ferai tout ce que vous dites, tant que je ne vais pas en prison. Je veux que vous soyez mon espionne, dis-je en baissant la voix et en la regardant droit dans les yeux. Je sais que vous êtes toujours en contact avec Mélanie. Elle a besoin d'une personne de confiance pour gérer ses transactions en coulisses, maintenant qu'elle ne peut plus utiliser personne chez Sterling. Je veux que vous retourniez vers elle, que vous fassiez semblant d'être loyal, et que vous me rapportiez chacun de ses mouvements. Brenda hésita. Elle savait à quel point Mélanie pouvait être impitoyable. Mais la peur de la prison était plus grande. Si Mélanie l'apprend, elle me tuera. Si vous ne le faites pas, la police frappera à votre porte demain, dis-je froidement. D'ailleurs, Mélanie vous a abandonné à la seconde où vous avez été viré, n'est-ce pas? Vous a-t-elle offert un seul euro pour aider avec vos dettes? Ou vous a-t-elle traité comme un outil usé? Mes mots touchèrent une corde sensible. Brenda serra les poings, son expression passant de la peur au ressentiment. Vous avez raison. Cette garce ingrate. Je l'ai aidée à déplacer des millions, et quand j'ai eu des ennuis, elle ne répondait même pas à mes appels. D'accord, je le ferai. Que devez-vous savoir?
J'ai besoin de savoir où Mélanie déplace ses actifs. J'ai des renseignements indiquant qu'elle liquide tout et rassemble de l'argent liquide très rapidement. Brenda regarda autour d'elle furtivement, puis se pencha pour chuchoter. Elle prépare quelque chose de gros. Elle a vendu des propriétés à Miami et dans les Hamptons, levant environ 30 millions d'euros en liquide. Elle prévoit de virer l'argent à une société écran aux îles Caïmans ce vendredi après-midi, sous couvert d'un contrat de conseil en investissement. Une fois l'argent passé, elle s'envole là-bas pour y vivre définitivement, laissant Sterling gérer les retombées aux États-Unis. 30 millions d'euros. Une somme stupéfiante. Si Mélanie réussissait son coup, Sterling Logistique subirait un coup sérieux. Son flux de trésorerie serait paralysé, et plus important encore, elle s'en tirerait indemne. Savez-vous quelle banque elle utilise pour la transaction? Global Trust Bank, l'agence de Midtown. Elle est très proche du directeur de l'agence là-bas, donc ils vont accélérer le virement international pour elle. Je souris. Cette information était inestimable. Excellent. Continuez à la surveiller et faites-moi savoir l'heure exacte où elle initie le transfert. Après que tout ça sera fini, je brûlerai votre dossier et vous donnerai une prime pour commencer une nouvelle vie. Brenda hocha la tête avec empressement. Je me levai, laissai de l'argent pour les boissons, et sortis. Le soleil de l'après-midi projetait ma longue ombre sur le trottoir. Un filet parfait se formait maintenant dans mon esprit. Ce vendredi allait être une journée très mémorable pour Mélanie. Vendredi après-midi, la tension dans mon bureau était à couper au couteau. Dehors, une pluie torrentielle fouettait les fenêtres, comme pour essayer de briser le calme à l'intérieur. J'étais assise devant mon écran, qui affichait le tableau de bord de gestion de trésorerie du système bancaire d'entreprise de Sterling. Alex était assis dans le fauteuil en face de moi, faisant tourner nonchalamment un stylo, ses yeux collés à son téléphone. Nous attendions un texto de Brenda. 14h30, toujours rien. Pour qu'un virement international soit compensé le jour même, Mélanie devait l'exécuter avant leur limite. Le système Swift ferme généralement pour le traitement le jour même vers 15h30 ou 16h. Après cela, la transaction serait retenue jusqu'au jour ouvrable suivant. Pour une fugitive comme Mélanie, une seule journée était une éternité de risque. 14h45, mon téléphone vibra. Un texto de Brenda. Elle vient d'arriver à la banque. Elle entre dans la salle VIP pour rencontrer le directeur de l'agence. Le poisson est dans le filet. Elle est à la banque, dis-je à Alex. Alex hocha la tête, le visage sombre. Es-tu sûr que tu peux l'arrêter? Une fois que cet argent quitte les États-Unis, il est parti pour de bon. Ne t'inquiète pas. Le filet est déjà en place. J'ouvris une autre fenêtre de discussion et envoyai un message à Marc, le responsable de la banque d'entreprise chez Global Trust et un ancien camarade d'école de commerce. Je l'avais déjà averti d'une transaction potentiellement frauduleuse impliquant le compte de Mélanie. En tant que DAF de Sterling Logistique, j'avais le droit de demander un examen des transactions inhabituelles provenant de comptes liés à un actionnaire majeur impliqué dans un litige juridique. 15h10, une notification système apparut. Un virement de 30 millions d'euros venait d'être initié depuis le compte personnel de Mélanie. Objet, paiement pour contrat de conseil en investissement no janvier 2023. Bénéficiaire, Sunny Horizon Investment Corp, île Caïmans. C'est ça. Je pointai l'écran. Le statut de la transaction était en attente d'approbation. J'appelai immédiatement Marc. Marc, c'est Ava. Le virement de 30 millions vient d'apparaître dans le système. C'est l'argent détourné dont je t'ai parlé. Tu dois le bloquer maintenant. Je pouvais entendre une frappe frénétique à l'autre bout. Je le vois, Ava. C'est un montant énorme. Mais l'agence pousse fort pour une approbation immédiate. Le directeur cite son statut VIP et prétend que tous les papiers sont en règle. Si je le bloque sans motif, je vais faire face à une plainte majeure. Les papiers sont faux. Sunny Horizon est une société écran, dis-je, ma voix tranchante et urgente. Je suis en train de te faxer une injonction d'urgence du tribunal municipal pour geler tous les actifs de Mélanie, en attendant la résolution de notre litige sur les biens post-divorce. Utilise juste l'excuse d'un drapeau rouge de conformité pour mettre la transaction en attente. Tout ce que tu as à faire, c'est de la retarder après 15h30, et elle est finie. D'accord, je te fais confiance. Je l'achemine vers le département de conformité pour un examen approfondi. Ça prendra au moins 2 heures. Passez leur limite.
Pas même Dieu ne peut faire passer ce virement aujourd'hui. Je raccrochai, laissant échapper un souffle que je ne réalisais pas avoir retenu. Sur mon écran, le statut de la transaction passa de en attente d'approbation à en cours d'examen. Dans la salle VIP de la banque, je pouvais imaginer le chaos. Mélanie devait être sur des charbons ardents. Il était 15h20. Plus que 10 minutes. Brenda envoya un nouveau texto. Elle hurle sur le personnel de la banque, exigeant de parler au PDG. Son visage est rouge vif. Je répondis, laisse-la hurler. Le PDG est en réunion avec moi en ce moment. Il n'y avait pas de réunion, bien sûr, mais je connaissais le protocole bancaire. Une fois qu'une transaction est signalée comme à haut risque, personne n'ose la prouver, surtout avec des réglementations anti-blanchiment d'argent aussi strictes. 15h30, le système SWIFT ferma pour la journée. Le virement de Mélanie fut officiellement rejeté, avec pour motif cité, transaction nécessitant des documents supplémentaires. Vérification de la source légale des fonds. L'argent était toujours sur son compte, mais il était maintenant gelé. Elle ne pouvait pas le transférer. Elle ne pouvait pas le retirer. Il était piégé. Alex me regarda avec une pure admiration. Il se leva, versa 2 verres de vin, et m'entendit un. Félicitations. Un chaos parfait. Tu n'as pas seulement sauvé l'argent, mais tu as coupé sa route d'évasion. Je fis tourner le verre, le liquide rouge scintillant comme le sang d'un ennemi. Ce n'est pas encore fini. Quand un animal est acculé, il se retourne contre les siens. Mélanie vient de perdre 30 millions d'euros. La première personne qu'elle blâmera, c'est Kevin. Asseyons-nous et regardons le prochain acte. Tout comme je l'avais prédit, l'échec à la banque envoya Mélanie dans une spirale de fureur. Elle ne pouvait pas croire que son plan d'évasion parfait avait été contrecarré à la dernière seconde par un problème technique. Alors qu'elle sortait en trombe de la banque, elle reçut un appel de Kevin. Mon ex-mari était dans un état plus désespéré que jamais. Après avoir signé le transfert de ses actifs à mon nom, il était traqué par les usuriers à qui il avait emprunté pour financer ses jeux d'argent. Ils avaient encerclé la maison de ses parents dans l'Ohio, et il se cachait dans un motel bon marché, appelant Mélanie. Sa voix était frénétique. Il menace de tuer toute ma famille si je ne le rembourse pas 500 000 € d'ici ce soir. S'il te plaît, prête-moi juste quelque chose. Je serai ton esclave à vie. Je te rembourserai. Mélanie, bouillonnant déjà de rage à cause de ses 30 millions d'euros gelés, explosa. Tais-toi, idiot inutile, hurla-t-elle dans le téléphone, toute trace de son vernis sophistiqué disparut. J'ai de gros problèmes moi-même. Ton ex-femme pathétique a réussi à faire geler mes comptes. Tu es un parasite sans valeur. Si tu n'avais pas été assez stupide pour divorcer aussi vite, elle n'aurait pas eu le levier pour faire ça. De quoi tu parles? Kevin était stupéfait. Qu'est-ce qu'elle va avoir avec ça? Demande-lui toi-même. C'est elle qui a bloqué mon transfert d'argent. Toi et elle, vous faites la paire. Ne m'appelle plus jamais. Mélanie raccrocha et bloqua son numéro. Elle monta dans sa voiture et ordonna au chauffeur de se rendre à son manoir privé où elle gardait ses objets de valeur restants bijoux, diamants. Elle devait trouver un autre moyen de sortir, peut-être par voie terrestre à travers la frontière canadienne. À l'autre bout de la ligne, Kevin laissa tomber le téléphone. Son dernier espoir s'était envolé. Il s'affaissa sur le sol de la chambre de motel crasseuse, entouré de pots de nouilles instantanées vides. Il avait tout perdu, sa femme, sa maison, sa carrière, et maintenant sa maîtresse, la femme qu'il pensait capable de faire de lui un roi. Depuis le couloir, il entendit des pas lourds et des cris colériques. « Kevin, où es-tu? Sors! Tu ne peux pas nous échapper éternellement. » Terrifié, Kevin regarda par la fenêtre. Le 3e étage. Pas assez haut pour le tuer, mais assez haut pour lui briser les jambes. Il n'y avait pas d'échappatoire. Dans son désespoir, une idée lâche et familière prit racine, simuler une blessure pour échapper à ses responsabilités. Il attrapa un petit couteau à fruits sur la table et fit une entaille superficielle sur son poignet assez pour faire couler du sang, mais pas mortel. Puis il s'allongea sur le sol et fit semblant d'avoir une crise. Il savait que s'il était emmené aux urgences, les usuriers n'oseraient pas faire une scène à l'hôpital, et la police devrait s'en mêler. Quand les voyous enfoncèrent la porte, ils le trouvèrent gisant dans une mare de sang, principalement du ketchup d'un sachet de nouilles qu'il s'était étalé dessus pour les faits. Paniqués à l'idée d'une accusation de meurtre, ils s'enfuirent.
Le propriétaire du motel se précipita, vit la scène, et appela immédiatement le 911. Kevin fut emmené à l'hôpital le plus proche. Il était allongé sur le brancard, les yeux serrés, mais ses oreilles étaient ouvertes, écoutant. « Je suis sauvé », pensa-t-il. Au moins pour ce soir. Mais il ne savait pas que la nouvelle de sa tentative de suicide m'avait été relayée par les gens d'Alex presque instantanément. « Il fait du cinéma », dis-je en regardant les images de sécurité du motel sur ma tablette. La façon dont il étalait du ketchup sur son bras était vraiment pathétique. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» demanda Alex en ajustant sa cravate. « Rendre visite à un vieil ami ? Nous le devons. Après tout, nous avons été mariés pendant 10 ans. D'ailleurs, je dois lui livrer une dernière ordonnance pour le guérir de ses illusions. » La salle des urgences sentait fort l'antiseptique. Kevin était allongé dans un lit, son poignet bandé, un masque à oxygène sur le visage. Il feignait un coma profond, mais je remarquai que le moniteur cardiaque bipait régulièrement, même un peu vite à cause de l'anxiété. Alex et moi entrâmes. J'étais vêtu tout en noir, portant un bouquet de chrysanthèmes blancs des fleurs pour un enterrement. Alex était à côté de moi, tenant une mallette en cuir noir. Une infirmière essaya de nous arrêter, mais Alex montra une carte de bienfaiteur de l'hôpital. Sterling Logistique était un donateur majeur. L'infirmière baissa la tête et sortit silencieusement, fermant la porte derrière elle. Je marchai jusqu'au chevet et plaçai les fleurs blanches sur la table de nuit. Le cliquetis de mes talons sur le sol en linoléum était le seul son. « Arrête de faire semblant, Kevin. Ton jeu d'acteur est terrible, dis-je calmement. » Il resta immobile, mais ses paupières papillonnèrent. Il essayait de tenir plus longtemps que moi. « Bien. Si tu ne veux pas te réveiller, je vais juste parler au cadavre, dis-je en tirant une chaise. Le médecin a dit que l'entaille sur ton poignet était superficielle. 3 points de suture. Mais la maladie de la lâcheté dont tu souffres. Il n'y a pas de remède pour ça. Sachant que la mascarade était finie, Kevin ouvrit lentement les yeux et retira le masque à oxygène. Il nous foudroya du regard, Alex et moi, avec un mélange de haine et de peur. « Qu'est-ce que vous faites ici tous les deux ? Venu voir si j'étais déjà mort ? Ta mort serait trop facile pour toi, intervint Alex depuis le pied du lit. Nous sommes venus t'apporter de bonnes nouvelles. Les usuriers qui étaient après toi. La police a démantelé toute leur opération hier soir. » Les yeux de Kevin s'illuminèrent. Vraiment ? Donc, je suis sauvé ? Sauvé d'eux ? Je souris. Un sourire que Kevin qualifiait autrefois d'angélique, maintenant aussi tranchant qu'une lame de chirurgien. Mais pas de la loi. Je fis un signe de tête à Alex. Il ouvrit sa mallette et sortit un document avec le sceau officiel de l'IRS. Ceci est un avis formel d'enquête criminelle sur Kabyl Construction pour évasion fiscale. Le montant total, incluant les pénalités pour facturation frauduleuse, s'élève à près de 5 millions d'euros. Les enquêteurs ont déjà des preuves suffisantes que tu achetais de fausses factures à un réseau de sociétés écrans géré par la famille de Mélanie. Kevin se redressa brusquement, oubliant la douleur à son poignet. Non. Ce n'était pas juste moi. C'était Mélanie. Elle m'a dit de le faire. J'ai juste signé les papiers. Tu as signé, ce qui signifie que tu es légalement responsable, répondis-je froidement. Mélanie est intelligente. Son nom n'est pas sur un seul document lié à ton entreprise. Chaque signature, chaque sceau appartient au directeur, Kevin Miller. Qui penses-tu qu'un jury croira ? Un homme désespéré et criblé de dettes comme toi ? Ou les preuves noires sur blanc ? Kevin tremblait, la sueur coulait sur son visage. Il fixait les portes d'une prison fédérale. Une affaire d'évasion fiscale de cette ampleur pouvait signifier 10 à 20 ans. Ava, aide-moi. Kevin retomba dans ses vieux travers, sortant précipitamment du lit et s'agenouillant devant moi. Tu es une daffe. Tu connais la loi. S'il te plaît, aide-moi. Je ne veux pas aller en prison. J'ai encore mes parents. Je le regardais sans une lueur d'émotion. Je t'ai donné une chance quand j'ai pris tes actifs pour régler la dette bancaire. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Mais ton avidité et celle de Mélanie étaient trop grandes. Tu es allé trop loin. Y a-t-il une issue ? Demanda soudainement Alex, jouant le bon flic. Si tu coopères à l'enquête, fais des aveux complets, et fournis des preuves contre le véritable cerveau, tu pourrais recevoir un accord de plaidoyer.
Une peine plus légère. Kevin s'accrocha à cette bouée de sauvetage. Il se tourna vers Alex, hochant la tête frénétiquement. Je parlerai. Je leur dirai tout. J'ai tenu un registre privé, un carnet détaillant chaque partage d'argent liquide avec Mélanie. Elle m'a fait l'écrire pour ses dossiers. Je l'ai caché dans le coffre-fort chez mes parents. Alex et moi échangeâmes un regard. C'était ça. L'arme du crime. Ce registre serait le dernier clou dans le cercueil de Mélanie. Très bien, dis-je en me levant. Repose-toi ici. Un enquêteur sera là sous peu pour prendre ta déposition. Rappelle-toi d'être honnête. C'est ta seule issue. Nous sortîmes de la chambre d'hôpital. Kevin était assis par terre, hébété. Il savait que sa vie telle qu'il la connaissait était finie, mais au moins il avait une chance d'entraîner Mélanie dans sa chute. Dans le couloir, Alex prit ma main et la serra doucement. Tu as été brillante. Un coup, 2 captures. Tu as géré Kevin et obtenu la preuve pour coffrer Mélanie pour de bon. C'était un travail d'équipe, dis-je en retirant ma main pour arranger mes cheveux. Maintenant, allons chercher ce registre. Avant que Mélanie n'ait vent de ça. La pluie avait cessé. Un arc-en-ciel pâle était visible à l'horizon. Je pris une grande inspiration de l'air pur d'après-tempête. La guerre était presque finie. Alex et moi quittâmes l'hôpital cette nuit-là. Il proposa que son chauffeur nous emmène, mais j'insistai pour conduire moi-même. La sensation de contrôler la voiture alors qu'elle fendait l'obscurité m'aidait à me recentrer. La Maybach filait sur l'autoroute, se dirigeant vers l'ouest, vers la partie rurale calme de l'Ohio où vivait la famille de Kevin. La ville natale de Kevin était une petite communauté agricole entourée de champs infinis de maïs et de soja. Cela faisait 3 ans que je n'y étais pas allé, pour les funérailles de son grand-père. À l'époque, j'étais encore la belle-fille magnifique s'affairant dans la cuisine, cuisinant pour toute la famille élargie. À quoi penses-tu ? Demanda Alex, brisant le silence. Je pense aux parents de Kevin, admis-je. Ce sont des fermiers simples et travailleurs. Ils m'aimaient. Je ne peux pas imaginer comment ils réagiront quand ils découvriront ce que leur fils est devenu, et que la belle-fille qu'ils chérissaient est celle qui l'envoie en prison. Alex soupira, fixant le paysage sombre. C'est la tragédie de l'avidité. Kevin a choisi cette voie. Il doit en affronter les conséquences. Et toi, Ava, tu fais la bonne chose. Si tu les laissais continuer, combien d'autres familles seraient ruinées par leur argent sale ? Je hochai la tête, mais mon cœur était toujours lourd. La justice semblait parfois cruelle. À 3 heures du matin, notre voiture s'arrêta devant une maison de plain-pied familière à 3 chambres, avec une porte d'entrée rouge. La clôture blanche était un peu usée, mais le treillis de bougainvilliers près du porche était en pleine floraison glorieuse, sous la douce lueur jaune du lampadaire. Je sortis de la voiture, l'air frais de la nuit s'infiltrant dans ma peau. Un chien commença à aboyer depuis l'arrière-cour. Un instant plus tard, une lumière s'alluma à l'intérieur et la porte d'entrée s'ouvrit. Le père de Kevin, Walter, émergea, portant une vieille chemise en flanelle sur son pyjama, une lampe de poche à la main. « Qui est là » appela-t-il, sa voix rauque de sommeil. « Papa, c'est moi, Ava, dis-je. » Walter plissa les yeux. Puis son visage s'illumina. « Ava ? Mon enfant, qu'est-ce que tu fais ici à cette heure ?» Il se précipita pour ouvrir le portail. « Carole !» La mère de Kevin se rua derrière lui, attrapant mes mains. « Tu as fait tout ce chemin et tu n'as même pas appelé. Oh, tu es gelé. Entre, entre. » Leur chaleur authentique me fit mal au cœur. Ils ne savaient rien du divorce, rien du cauchemar qui se déroulait à des centaines de kilomètres. Kevin leur avait tout caché. Nous étions juste de passage pour une affaire urgente, dis-je en présentant brièvement Alex. Ils nous accueillirent avec une hospitalité simple, faisant du thé et offrant des biscuits. La maison était exactement comme dans mon souvenir, simple, douillette. La photo de mariage de Kevin et moi était toujours accrochée au mur du salon. Nos sourires radieux de ce jour-là ressemblaient maintenant à une blague amère. Maman, papa. Je commençais, posant ma tasse de thé et prenant une grande inspiration pour me donner du courage. Je suis désolé. Je ne suis pas là pour une visite de courtoisie. Je suis là pour récupérer quelque chose que Kevin a caché dans votre coffre-fort. Walter eut l'air surpris. Quelque chose qu'il a caché ? Il a juste dit que ce coffre était pour les titres de propriété.
Il cachait la preuve d'un crime, papa, dis-je, décidant que la franchise était la seule voie. Kevin a été impliqué dans des affaires illégales, évasion fiscale et blanchiment d'argent. Les autorités enquêtent. Si je ne peux pas leur remettre cette preuve et plaider pour la clémence, il pourrait aller en prison pour très longtemps. Carole laissa tomber sa tasse de thé, et elle se brisa sur le sol. Elle agrippa le bord de la table, tremblante. « Qu'est-ce que tu dis? Notre Kevin? C'est un si bon garçon. Il a changé, maman. Il est tombé sur les mauvaises personnes. Il est devenu avide. S'il te plaît, crois-moi. Je suis la seule qui peut l'aider en ce moment. » Walter me fixa, ses vieux yeux gentils remplis d'une douleur insupportable. Il me connaissait. Il savait que je ne mentirais pas. Il se leva silencieusement et alla dans la chambre. Un instant plus tard, il revint et plaça une petite boîte en bois sur la table. Il a envoyé ça la semaine dernière. Il a dit que c'était un porte-bonheur pour son entreprise. Il nous a dit de ne jamais l'ouvrir. C'est ça? J'ouvris la boîte. À l'intérieur se trouvait un carnet relié en cuir noir et une clé USB. Je feuilletai quelques pages. C'était l'écriture de Kevin, enregistrant méticuleusement les dates, les montants reçus de Mélanie, où l'argent allait, et qui obtenait quel pourcentage. C'était ça. Le registre de leurs crimes. Je fermai le carnet et pris la main ridée de Carole dans la mienne. Merci. Je promets que je ferai tout ce que je peux pour que sa peine soit réduite. Mais il y a autre chose que je dois vous dire. Qu'est-ce qu'il pourrait bien y avoir d'autre, chuchota Carole à travers ses larmes. Kevin et moi sommes divorcés. L'air dans la pièce se figea. Seul le tic-tac de l'horloge grand-père dans le coin marquait le passage du temps. Carole s'effondra, sanglotant de manière incontrôlable. Walter s'affaissa dans son fauteuil, son visage âgé semblant s'émietter. Je ne pouvais pas rester plus longtemps. J'avais peur de m'effondrer aussi. Je laissai une enveloppe d'argent liquide sur la table, mon premier mois de salaire de chez Sterling. S'il vous plaît, prenez ça pour vos dépenses. Je dois partir maintenant pour rentrer à temps. Alex et moi marchâmes rapidement vers la voiture, les sanglots déchirants de Carole résonnant dans la nuit calme. Une fois à l'intérieur, j'enfouis mon visage dans le volant et laissai enfin couler les larmes. Laisse sortir, dit Alex, plaçant une main douce sur mon épaule. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Je pleurai jusqu'à ne plus avoir de larmes pour la fin d'un mariage de 10 ans, pour 2 vieilles personnes innocentes, et pour ma propre naïveté perdue. Alors que la première lueur de l'aube perçait à l'horizon, j'essuyai mes yeux et démarrai la voiture. Rentrons, Alex. Nous avons rendez-vous avec la police. Mélanie ne s'en sortira pas à 8 heures le lundi, le siège de Sterling Logistique était encerclé par les voitures de police et les fourgons de presse. L'histoire du scandale de blanchiment d'argent d'1 milliard d'euros avait fuité en partie, bien sûr, grâce à un tuyau bien placé de l'équipe de relations publiques d'Alex. Alex et moi observions depuis son bureau, surveillant la scène sur les caméras de sécurité. La preuve a-t-elle été livrée aux autorités, demanda Alex à son conseiller juridique principal par téléphone. Livrée à 6 heures ce matin, monsieur. Le chef de la division des crimes économiques l'a examiné personnellement et a signé un mandat d'arrêt d'urgence contre mademoiselle Mélanie Vance. Bien. Et Kevin Miller? Il est transféré de l'hôpital vers un centre de détention en ce moment même. Je regardais par la fenêtre les nuages d'orage s'accumulant au-dessus de la ville. La tempête juridique avait enfin touché terre. Pendant ce temps, au manoir de Mélanie dans une communauté fermée, le chaos régnait. Après une nuit sans sommeil, Mélanie fourrait frénétiquement des bijoux, des montres et de l'argent liquide dans une grande valise. Elle sentait le filet se resserrer. Incapable de déplacer son argent par la banque, elle recourait à son plan de secours, s'échapper par voie terrestre vers le Canada, puis s'envoler pour l'Europe. Elle avait déjà payé un passeur 50 000 € pour arranger ça. « Dépêche-toi » lança-t-elle sèchement à sa bonne. « Oublie les sacs Hermès. Prends juste les diamants. » La sonnette retentit nette et insistante. Mélanie sursauta, laissant tomber une bague en diamant. Elle regarda le moniteur de sécurité. Police. Des douzaines d'officiers lourdement armés étaient à son portail. Un officier commandant avec un mégaphone lui ordonnait d'ouvrir le portail et de coopérer. « Mélanie Vance, nous avons un mandat d'arrêt contre vous. » Le visage de Mélanie devint blanc. Elle courut vers la porte arrière,
qui menait à un quai privé sur la rivière où un hors-bord l'attendait. Mais elle avait mal calculé. Alex et moi avions anticipé cela. Lorsque Mélanie ouvrit la porte arrière à la volée, elle se figea. Debout là, bloquant son chemin, se trouvaient non pas ses bateliers engagés, mais 2 agents fédéraux au visage sombre. « Vous allez quelque part, mademoiselle Vance ?» demanda l'un d'eux sèchement. Mélanie trébucha en arrière, laissant tomber la valise. L'argent et les bijoux se répandirent sur le patio. Elle se retourna pour courir à l'intérieur, mais l'équipe tactique avait déjà forcé le portail avant et envahissait la maison. Piégée, Mélanie hurla de désespoir, « Je suis innocente. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est un coup monté. Je veux mon avocat. » Un officier lui lut froidement ses droits et passa les menottes à ses poignets. La reine autrefois puissante de la logistique, maintenant échevelée et vaincue, fut emmenée. Son image, capturée par des douzaines de téléobjectifs, fut diffusée à travers le monde dans l'heure. Les cours des actions de toute entreprise associée à sa famille s'effondrèrent. J'éteignis la télévision. C'est fini. Mon téléphone vibra. Un texto d'un numéro inconnu, mais je savais que c'était Brenda. Merci, Madame Sterling. J'ai vu les nouvelles. Comme promis, je vais disparaître de cette ville. Je supprimai le message. Brenda était juste une autre victime de l'avidité et de la faiblesse. Je n'avais aucun désir de châtiment supplémentaire. Alex versa 2 verres de vin et m'entendit un. À la justice. Je choquai mon verre contre le sien, mais je ne ressentis pas l'allégresse à laquelle je m'attendais. Cette victoire avait le goût des larmes de Carole et l'amertume de la trahison. Je regardais Alex, l'homme qui s'était tenu à mes côtés tout au long de cette guerre. Il me regardait en retour, son regard n'étant plus froid et calculateur, mais rempli d'une profonde compréhension. « Je suis fatigué, dis-je doucement. Repose-toi. Laisse les avocats gérer le reste. Tu as mérité un jour de congé. » Je souris, et pour la première fois, cela sembla léger et authentique. 1 mois plus tard, au centre de détention, je fus autorisé à rendre visite à Kevin pour finaliser quelques papiers juridiques concernant les actifs. Il était maigre comme un clou, le crâne rasé, flottant dans une combinaison de prison trop grande. Il ne voulait pas croiser mon regard. « Comment vas-tu » demandai-je, la question étant à la fois une formalité et une ironie. « À peine vivant » marmonna-t-il. « C'est seulement ici que je comprends le prix de ce que j'ai fait. Je rêve de mes parents, de toi, toutes les nuits. Tes parents vont bien. Je leur envoie de l'argent chaque mois. Ils pensent que tu es en long voyage d'affaires à l'étranger. Je n'ai pas pu me résoudre à leur dire la vérité. » La tête de Kevin se releva brusquement, des larmes coulant sur son visage. « Tu prends encore soin d'eux. Après tout ce que je t'ai fait ? » ?»« Je le fais pour ma propre conscience, pas pour toi, » dis-je platement. « Ce sont de bonnes personnes. Ils ne méritent pas ça. » Je poussai un document à travers la fente de la paroi vitrée. « Ceci est un règlement civil. Signe-le. J'utiliserai les actifs que tu m'as transférés pour payer tes dettes fiscales et tes amendes. Ce sera considéré comme un facteur atténuant. Ta peine pourrait être réduite de 15 ans à peut-être 7 ou 8. » Kevin prit le stylo, sa main tremblante. Il me fixa. « Pourquoi ? Pourquoi m'aides-tu ? Tu devrais me haïr. »« Je te hais, » dis-je, le regardant droit dans les yeux avec chaque fibre de mon être. « Mais je ne veux pas garder cet argent sale. Je veux effacer toute trace de toi de ma vie pour pouvoir recommencer avec une ardoise propre. Considère cela comme la dernière once de décence que je peux offrir à l'homme que j'appelais autrefois mon mari. » Kevin enfouit sa tête dans ses bras et sanglota comme un enfant. Il signa le papier, sa signature brouillée par les larmes. En quittant le parloir, je tombai sur l'avocat de Mélanie. Il secoua la tête avec lassitude en me voyant. « Comment va-t-elle » demandai-je. « Une catastrophe. Elle refuse toujours de confesser. Elle ne fait que crier qu'elle va vous poursuivre, vous et Monsieur Sterling. Mais les preuves dans le registre et le témoignage de Kevin sont en béton. Elle risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle, pour avoir orchestré tout le stratagème. Tous ses avoirs sont gelés. Personne ne peut la sauver maintenant. » Je hochai la tête et m'éloignai. Mélanie et Kevin, les deux qui s'étaient entendus pour me détruire, se déchiraient maintenant en prison. Leur alliance impie s'était effondrée. En sortant du centre de détention,
je fus accueilli par un soleil brillant. Alex était appuyé contre sa voiture, m'attendant. Dans sa main se trouvait un bubble tea, mon péché mignon favori, quelque chose que j'avais mentionné négligemment une fois. « Tout est fait ?» demanda-t-il en me tendant la boisson. « Tout est fait. Un poids a été levé. Alors rentrons à la maison. Il y a une réunion majeure des actionnaires cet après-midi. La DAF ne peut pas être absente. » Je pris une longue gorgée du thé frais et sucré, le goût lavant l'amertume du passé. « Oui. Rentrons à la maison, chérie. » C'était la première fois que je l'appelais ainsi sans que cela ne ressemble à une partie d'un jeu d'acteur. Peut-être qu'après la tempête, le ciel s'éclaircit vraiment. Et après que tout est brisé, on apprend à chérir ce qu'on a. Le procès se conclut 6 mois plus tard. Ce fut un cirque médiatique. J'étais assise dans la galerie à côté d'Alex. Dans le box des accusés, Mélanie et Kevin se tenaient loin l'un de l'autre, refusant de se regarder. Mélanie avait l'air hagard et vieux, ses cheveux striés de gris. Elle niait tout, blâmant tout le monde sauf elle-même. Kevin, en revanche, confessa tout, s'excusa, et accepta son sort. Le verdict tomba. Mélanie, prison à vie pour détournement de fonds et blanchiment d'argent, avec confiscation de tous les biens. Kevin, 8 ans pour évasion fiscale et complot, sa peine réduite grâce à sa coopération et à la restitution. Lorsque le juge lut la sentence, Mélanie s'effondra en hurlant. Kevin baissa juste la tête. Il me regarda une dernière fois, ses yeux remplis de regret et d'une étrange gratitude. Je lui fis un léger signe de tête, un adieu final à notre passé. Alors que nous quittions le palais de justice, entouré par les flashs des appareils photo, Alex prit ma main. « C'est vraiment fini, dit-il. »« Oui. On récolte ce que l'on sème, répondis-je. Nous sortîmes dans la lumière aveuglante du soleil. La mission était accomplie. Les traîtres avaient été punis. Mais au lieu de l'allégresse, je ressentis un vaste vide creux. Je regardais Alex. Il avait été ma montagne à travers tout cela. Mais maintenant que notre ennemi commun avait disparu, quelle raison avions-nous de rester ensemble? Je veux rentrer et me reposer, dis-je doucement. Bien sûr. Je t'emmène. Le trajet en voiture fut silencieux. Mon esprit s'emballait déjà. Il était temps d'exécuter la clause finale de notre contrat. Une semaine après le procès, je passai la matinée au bureau à mettre la touche finale à mes documents de passation. Tout était en ordre parfait. À midi, j'ouvris le tiroir de mon bureau et sortis une enveloppe blanche. À l'intérieur se trouvait la requête en divorce non contestée, déjà signée par moi. Je pris une grande inspiration. C'était notre accord. Ce mariage était un arrangement commercial. Maintenant que l'affaire était conclue, je n'avais aucune raison de continuer à lier Alex. Il méritait une femme qui venait à lui par amour, pas par vengeance. Je marchai jusqu'à son bureau. Il était en appel vidéo avec des partenaires internationaux. Il me fit signe d'attendre. Je m'assis sur le canapé familier, le regardant. La concentration, l'esprit de décision, l'intelligence vive, tout cela m'était devenu si cher. Je réalisais à quel point il allait me manquer. Quand l'appel se termina, il s'approcha en souriant. Quoi de neuf? Ma DAF a-t-elle trouvé un autre détourneur de fonds? Je ne lui rendis pas son sourire. Je plaçai l'enveloppe blanche sur la table basse. Non. Je suis ici pour résilier notre contrat. Le sourire disparut de son visage. Il regarda l'enveloppe, puis moi, ses yeux s'assombrissant. Qu'est-ce que c'est? Les papiers du divorce, dis-je, ma voix stable. Nous avions un accord. Quand le travail serait fait, je te rendrai ta liberté. Mélanie est en prison. L'entreprise est stable. Ma mission est terminée. Alex prit l'enveloppe mais ne l'ouvrit pas. Il la tourna simplement encore et encore dans ses mains. Tu veux vraiment partir? Oui. Je t'ai pris assez. J'ai assez maintenant pour vivre confortablement. Je veux me retrouver. Te retrouver. Alex ricana légèrement. Où t'enfuir? Je ne m'enfuis pas. J'honore notre accord. Tu es un homme d'affaires, Alex. Toi plus que quiconque comprend l'importance d'un contrat. Je me levai, incapable de soutenir son regard plus longtemps. J'ai déjà emballé mes affaires aux pentouses. Merci pour tout. Au revoir.
Je me tournais et m'éloignais, chaque pas semblant lesté de plomb. J'attendais qu'il dise quelque chose, qu'il me demande de rester, mais tout ce que j'entendis fut un silence assourdissant. Je fermai la porte derrière moi, et les larmes commencèrent à couler. Je réemménageai dans un petit condo que j'avais acheté avec mon propre argent. Pendant 3 jours, j'essayais de reprendre une vie normale, yoga, shopping, voir des amis, mais mon esprit était une épave. Je continuais de vérifier mon téléphone. Rien. Alex n'appelait jamais. Le 4e jour, ma sonnette retentit. Je regardai par le Judas, et mon cœur bondit dans ma gorge. C'était Alex. J'ouvris la porte. Il avait l'air fatigué, mais aussi impeccable que toujours dans son costume. Il passa directement devant moi pour entrer dans l'appartement. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demandai-je, essayant de paraître forte. « As-tu signé les papiers ?» Il ne répondit pas. Il sortit la requête en divorce de la poche de sa veste. Devant moi, il la déchira en 2, puis en 4, puis froissa les morceaux en une boule. « Démission refusée », dit-il platement. « En tant que président, je n'approuve pas cette démission. C'est ridicule. C'est notre mariage, pas l'entreprise. » Il s'approcha, me reculant contre le mur, si près que je pouvais sentir la chaleur émanant de lui. Pour moi, ils sont une seule et même chose. Écoute-moi, Ava. Mes actifs valent des centaines de millions. Mes livres de compte sont un cauchemar. J'ai des milliers d'employés. Je ne peux pas gérer ça tout seul. Tu es la seule personne qui connaît chaque recoin de cette entreprise. La seule personne en qui j'ai une confiance implicite. Vas-tu vraiment abandonner le navire maintenant, et me laisser gérer ce gâchis? Tu peux embaucher un autre DAF, chuchotai-je. Je peux embaucher un DAF. Je ne peux pas embaucher une femme, dit-il, ses yeux brûlant dans les miens. Je n'ai pas besoin d'un trophée à exposer chez moi. J'ai besoin d'une partenaire. Quelqu'un d'assez fort pour se tenir à mes côtés, assez intelligent pour me défier, et assez impitoyable pour protéger cette famille avec moi. Cette personne, c'est toi. Mais nous avons commencé avec un contrat. Les contrats les plus réussis, me coupa-t-il, sont ceux que les 2 parties veulent renouveler à vie. Je veux renouveler ce contrat de mariage avec toi, Ava. Durée, indéterminée. Partage des bénéfices, 50-50e. J'assumerai tous les risques. Vas-tu signer? C'était la proposition la plus brutalement pragmatique, digne d'un requin, et totalement romantique que j'ai jamais entendue. Ce n'était pas fleuri, mais cela m'émut plus qu'aucun mot doux ne l'aurait jamais pu. Il ne disait pas qu'il m'aimait. Il disait que j'étais irremplaçable. Je regardais le papier déchiqueté sur le sol, puis levai les yeux vers lui. Tu es un homme malin. Obtenir un DAF et une femme sans frais de recrutement. Il sourit, un sourire rare et brillant. Je suis un investisseur. Je ne laisse jamais passer la meilleure affaire de ma vie. Il se pencha et embrassa mon front. Rentre à la maison, Ava. Le Penthouse est froid sans toi. Je n'arrive pas à dormir. Je réemménageai au Penthouse près du fleuve. Cette fois, je n'étais pas une invitée ou une actrice. J'étais sa maîtresse de maison, et j'étais la partenaire d'Alex. Notre vie n'était pas un film romantique. Nous étions 2 bourreaux de travail, nos dîners souvent remplis de débats enflammés sur la stratégie commerciale. Mais sous le pragmatisme se trouvait un lien indestructible. Un soir, nous étions assis sur le balcon surplombant le fleuve. Je posai ma tête sur son épaule, ressentant une paix profonde. Tu sais, dis-je doucement, je pensais que le bonheur signifiait tout sacrifier pour un mari. Maintenant je sais que le vrai bonheur, c'est d'être soi-même, d'être respecté, et de conquérir de nouveaux sommets avec la personne qu'on aime. Alex pressa mon épaule. Tu m'as appris qu'une femme peut être la plus brillante des guerrières. Merci d'être entré dans ce café. Merci d'avoir accepté mon contrat fou. Et merci, dis-je en riant, de ne pas avoir signé mes papiers de divorce. Jamais, dit-il en embrassant mes cheveux. Je suis un requin. Une fois que je mords, je ne lâche jamais. Son téléphone vibra. Il y jeta un coup d'œil et sourit. Le rapport trimestriel est arrivé. Les profits sont en hausse de 30%. Tout ça grâce à ma femme. Alors, quel est mon bonus, demandai-je d'un ton enjoué. Tu m'as pour le reste de ma vie. Est-ce suffisant? Je riais, le cœur plein.
Le passé douloureux était un souvenir lointain. Kevin et Mélanie payaient leurs dettes à la société, et je tenais mon propre bonheur, un bonheur réel, tangible, construit non pas sur le sacrifice, mais sur l'intellect, la force, et un amour mature et formidable. Le contrat de mariage, né de la vengeance, était devenu un engagement à vie, la fusion la plus réussie que l'un ou l'autre d'entre nous ait jamais négociée.